Moi, ça me crée une ambiance de voir les arbres qui bougent. Ça me décontracte. J'ai arrêté l'école à 14 ans, plutôt vers 15 ans. Je pense que l'âge légal, ça devait être 15 ans. Et ça devait être quelques semaines ou quelques mois avant l'âge légal. Travailler dans une entreprise d'assurance, c'est très limité. J'ai bossé dans les petites imprimeries, des trucs comme ça pendant longtemps. Oui, oui, la Garenne-Colombe. Le premier à être né en clinique dans la famille. Avant, ils naissaient chez eux à la maison, les enfants, juste avant moi, dans la famille. J'étais démobilisé par rapport à l'école depuis la petite école. Donc dès que je suis rentré au collège, j'étais absent dans ma tête. Je m'en sortais bien sûr uniquement dans ce qui était l'écriture, les petites rédactions, les machins comme ça, puisque ça c'était la vie dans ma famille. On parlait livres, on parlait musique, mon père faisait des lectures. Et j'avais déjà commencé à fouiller dans des bibliothèques à l'âge de 9 ans. Donc j'avais eu les fleurs du mal entre les mains vers l'âge de 10 ans peut-être. Avant d'entrer au collège, où au début j'avais lu Octave Mirbeau, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, L'Homme qui rit, etc. Et Edgar Poe, avant d'entrer au collège. Donc voilà. Donc déjà j'avais un monde qui s'installait en moi. Juste avant d'entrer au collège, j'ai eu un instituteur qui m'a frappé sur le crâne pendant presque une année pour me rentrer les calculs dans la tête, parce que j'étais pas du tout bien avec les chiffres. Et pour me faire rentrer ça dans la tête, il me tapait derrière les oreilles très fort jusqu'à avoir le visage violacé. Ça m'a précisé des choses sur les adultes et les comportements des personnes. Puis il y avait aussi une autre chose. C'est que l'école, le collège, c'était un ennui mortel par rapport à ce que je vivais chez mes parents avec mon père, les livres, ce dont on parlait, je tombais dans un monde totalement, pour moi, c'était pas possible. C'était pas vivable. Et je me suis dit, en arrêtant, je vais écrire. Oui, ça, je me suis dit ça. Oui, je me souviens très bien de ça. Je m'étais mis ça et je me suis mis à écrire plein de textes que je n'ai pas gardés. Sur des tas de feuilles, des cahiers, dans ma chambre bien sûr, toujours isolé, enfermé, personne ne me dérangeait jamais. On ne pénétrait pas dans ma chambre comme ça, c'était comme ça chez nous. Il y avait un certain respect, on frappait aux portes, et voilà. Et donc j'avais une grande tranquillité pour lire, faire les recherches après, tout ce qui m'intéressait. Disons jusqu'à ma majorité à peu près, disons près de 7 ans. J'ai pu lire, écouter des musiques, faire des tas de choses. Je gribouillais des choses, mais je ne m'en rendais pas compte parce que pour moi, il n'y avait aucune idée de ça. Parce qu'il fallait que je sorte du tu sais pas faire de l'école, justement. Il ne sait pas dessiner, c'est pas ceci, cela, voilà. L'écriture, on ne m'a jamais contrarié. Mon père était au travail la plupart du temps. Et puis, ma mère a travaillé un peu, à un certain moment. Et moi, j'étais livré à moi-même, disons que j'étais seul dans ma chambre avec des livres, avec mes écritures, etc. Je voyais peu de gens, ça est arrivé, j'ai fait 1 ou 2 rencontres, oui, mais c'était passager. La plupart de ma vie se passait dans ma chambre avec mes livres et avec les textes que j'écrivais et mes recherches, de tas de choses que je ne connaissais pas. J'ai écouté du free jazz, etc. Mais là, j'ai eu énormément de free jazz, brutalement en plein visage, mélangé au milieu de la pop, et en plus, l'Art Ensemble de Chicago singeait les groupes pop qui jouaient. Ils avaient une guitare en carton, ils étaient en slip, c'était magnifique. Moi j'étais là, ça m'a capté tout de suite. Je ne sortais à aucun concert. J'avais des disques, j'achetais des revues, ma mère m'en ramenait, etc. J'allais chez certains disquaires, disons l'Open Market, Musique Action, et surtout une boutique qui s'appelait Givaudan, qui était sur le boulevard Saint-Germain, une boutique blanche. Alors là, il y avait de la musique contemporaine. J'ai acheté un des premiers Steve Reich,
quand j'allais acheter le Velvet et j'ai acheté Sonra en même temps. Voilà, il y avait des disques comme ça. Donc là, c'était quelque chose. Je me fournissais dans des endroits comme ça. À l'époque où je travaillais, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas arrêté de lire quand même. Quand j'ai eu plus de 30 ans, etc., j'allais de plus en plus vers des livres de sociologie. Bon. Tout ce qui était aussi les encyclopédies des nuisances, situationnistes, etc. Et à côté de ça, je lisais Julien Gracq, tous ces auteurs qui comptaient pour moi. Il y avait des auteurs autrichiens, allemands que j'aimais beaucoup aussi, comme Thomas Bernhardt, des gens comme ça. Oui, c'était des gens que je lisais quand j'étais au travail, beaucoup plus tard. Ou dans un autre style, le journal littéraire Paul Léoto, que j'avais en 19 volumes, je me souviens, c'est au Mercure de France. Ça, j'ai lu ça, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Ouais. Quelle que soit la vie de travail qui m'a écœuré, qui ne me convenait pas du tout, qui était dans des conditions extrêmement mauvaises au niveau rapport humain, et ça ne m'a jamais paralysé au niveau de mes recherches, de mes lectures. Un peu au niveau des musiques à un certain moment. J'ai perdu pied, j'avais trop de soucis. Et puis je me suis rattrapé par la suite. J'ai tout de suite replongé facilement car j'avais beaucoup de repères. Donc j'allais faire des achats de disques dans des tas d'endroits qui n'existent plus, de disques de musique contemporaine, etc. Stockhausen, etc. Des originaux, j'achetais des originaux. Mais ça peut être du folklore russe aussi que je trouve à l'occasion. J'ai plein de disques de folklore de différents pays. Beaucoup de musique d'autres pays, beaucoup de musique contemporaine. Voilà. Et toutes les autres formes de musique. Moins les variétés, mais un peu. Yvette Guilbert. Yvette Guilbert, bon, ben voilà. Alors ça, le type de chanson française qui m'intéresse beaucoup, ou de chansons de langue française, de Canada, comme des femmes comme la Bolduc, où elles racontent vraiment des histoires de leur vie de tous les jours, simples, leur maladie, tout ça, mais de façon loufoque, comique, mais très particulière, très personnelle. Je me suis beaucoup intéressé aussi à tous les textes d'humour parallèlement, des auteurs vraiment profonds. On part de Swift, on part d'auteurs, bon, un peu Alphonse Allais, mais j'ai un auteur qui m'est particulièrement cher, qui s'appelle Camille. Camille, auteur mort dans les années 50, un peu négligé. On n'a jamais réussi à bien le rééditer, mais il avait des amateurs comme Roland Topor, etc., qui avaient su reconnaître. Malheureusement, il n'était pas dans l'anthologie de l'humour noir de Breton, ce qui fait qu'on en a moins parlé que d'Alphonse Allais. Mais c'est un auteur absolument novateur, abracadabrant, avec des coqs à l'âne, des inventions pas possibles. Et c'est vraiment, ça va très très loin. C'est des auteurs que je lis parallèlement à d'autres que j'ai lus et qui comptent beaucoup. Des auteurs comme André Frédéric aussi, auteur français, qui était pharmacien à la base, ou être pharmacien, qui présentait des trucs à la radio, qui s'est suicidé ensuite. Il a écrit des textes comme les histoires blanches et tout, qui sont absolument géniales. Très froid, qui se rapproche d'auteurs italiens comme Alberto Savigno, qui était le frère de Giorgio Chirico, qui est un auteur pointu comme André Frédéric. C'est exactement le même univers et certains textes cruels de Henri Michaud. Ça se rapproche de ce style, cet état d'esprit. À cette époque, j'écrivais pas du tout, puisque dans les débuts que j'ai travaillé, je devais être un peu désespéré. Je vivais avec ma femme dans un appartement où il y avait un vide ordures. J'ai jeté une énorme valise pleine de textes dans le vide ordures. Parce que j'étais désespéré. Ouais. J'ai une nature comme une éponge qui attrape tout au vol, ce qui passe sous ses yeux, ce qui est dit et tout, plus la violence des gens. J'étais tellement différent, je pouvais être très gentil, beaucoup ne me supportaient pas. Ou avaient une agressivité vis-à-vis de moi qui était quotidienne dans ma vie de travail. Pour moi, la littérature, le dessin, le son, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est mon expression. À un moment, ça sort de façon sonore, ça sort de façon écrite, ou ça sort de façon picturale, ou ça peut sortir de plusieurs façons en même temps. Pour moi, c'est toujours le même. J'ai jamais touché un instrument de ma vie avant d'en y toucher à l'âge de 63 ans ou je sais pas quel âge. Je me dis, tiens, je vois le mobile, un téléphone, je mets devant, ça fait du son. Devant,
une radio. Et il se passe ça, et alors j'ai fait tout un travail pendant un moment avec des radios anciennes Telefunken et tout ça, avec les effets des sons du mobile dessus. J'ai mis la voix après, au bout d'un certain temps. Et là j'ai commencé. Et après j'ai eu la curiosité d'acheter des petits instruments en plastique pour enfants, c'était pas cher, j'osais pas acheter des... etc. etc. Et puis la voix est venue petit à petit après. La voix sans les mots. La voix sans les mots. Je n'ai plus voulu dire des mots. Ou alors par accident quelques mots comme ça. Tout est venu par hasard, tout ça, ou par accident de la vie, en rencontrant des gens, ou des gens au moment où il y a des gens, les parents décèdent. J'ai des gens dans ma famille qui ont des tas de livres d'un grand-père qui était relieur, qui n'en avait pas relié certains. Donc ils pensaient à moi, tiens, alors ils me donnent ça, tout, je prends, je vois les trucs, et hop, je me mets à dessiner dessus. C'est juste un support pour faire démarrer quelque chose. C'est comme un accident qui est provoqué. C'est comme des tâches. C'est-à-dire souvent, si je fais des choses, je mets des papiers et puis il y a des tâches et des choses qui se mettent autour, qui se développent. Je soulève mon autre papier, je vois, et après ça me fait, je vois et je pars sur quelque chose, et ça y est. Pour l'écriture, j'ai fait la même chose. J'étais toujours dans la nuit. Et je me suis dit, pose ta main, pose ton stylo, tu ne te poses pas de questions. Pose ton stylo, tu traces un mot. Et je faisais ça, et ça partait pour... le temps n'était pas compté, et tout suivait, parce que, et le dessin, c'était pareil. Tu as tel matériel sous la main, tu ne vas pas aller chercher d'autres, tu prends ce que tu as. Tel papier, tel truc, tu prends ce que tu as. Tu poses ta main dessus, tu ne sais jamais ce que tu vas faire. Oui, parce que là j'écris. Là j'écris aussi, et je démarre par rapport à un petit truc gentil, sur des crochets pour enfants, des bonnets, des choses comme ça. Et alors là je pars d'un mot, ou d'un truc, et je pars dans mon truc à moi. Et après, je développe quelque chose qui est différent, mais qui part de l'image, du contexte, pour aller vers d'autres choses. Cette autre chose, c'est moi. C'est mon intérieur. Il y a des auteurs qui ont fait ça très peu. Il y a un auteur de romans dit populaire ou fantastique belge qui s'appelle Jean Ray, qui écrivait en flamand aussi, qui s'est trouvé à devoir traduire des fascicules des fascicules qu'on avait Sherlock Holmes, avait Harry Dixon. René a cherché d'ailleurs à l'adapter au cinéma, mais il a pas réussi. Mais il avait fait des essais là-dessus. Donc lui, ça l'ennuyait, ce genre de traduire ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a presque tout inventé. Simplement, il y avait une scène où il y avait la couverture, le dessin dedans. Et tout, c'était écrit d'un jet en automatique. Peut-être avec des trucs absurdes, mais il a fait un truc totalement fou. On part d'une tâche, on part d'une image, on part d'un geste, on part d'un mot. On part simplement d'une impression ou un sursaut, et on prolonge le sursaut. On part d'un gémissement, et puis tout d'un coup, on développe des sons, et on se retrouve dans des sons qu'on ignorait au bout d'un certain temps. Tous les tracés, les écritures, les voix, les sons se produisent par une sorte d'accident provoqué, mais sans savoir ce qu'on va provoquer. Ah oui, les photos de famille, ça vient à la suite des magazines de mode des années 20, etc. Naturellement, les photos de famille arrivent. Et bien sûr, j'ai une méchanceté gentille avec les photos de famille. C'est-à-dire, quelque part, je les transforme, mes grands-parents, ma sœur, je les élimine. Beaucoup, sauf certains. Bon, alors j'ai appelé ça virer les tous, un truc comme ça. Virer tout le monde. Hein, virer tout le monde, c'est mieux ça. Oui, ça me prend, ça va à la suite de ce que j'ai fait avec les illustrations de livres anciens et les magazines de mode. Cette violence de dire virer tout le monde, c'est pas de la violence. Par exemple, j'ai beaucoup de photos, ce sont des photos d'époque, de militaires, de revues qu'avait mon père, etc., puisqu'il avait fait la campagne d'Italie contre Mussolini, renversement de Mussolini, etc. Bon, j'ai plein de documents comme ça. Bon, je les détourne d'une certaine façon. J'ai même des photos glacées d'origine d'époque. Je les tourne avec les généraux, de Gaulle, etc. et d'autres gens. Bon, j'en fais d'autres choses. Mais je ne cherche même pas à être satirique ou critique.
Je fais ça naturellement. Naturellement, des gens peuvent trouver ça irrévérencieux. Je fais ça naturellement. Ben, bien sûr, c'est ridiculiser tout, parce que pour moi, tout est ridicule, mais sans méchanceté. Tout est ridicule, gentiment ridicule, comme je le suis. Vers 1989, avant d'entrer dans une société d'assurance pour une vingtaine d'années, ma dernière société où j'ai travaillé, et là, je me suis mis à dessiner de façon frénétique. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et alors, j'utilisais des matières dans le jardin, de la paille, des tas de choses. Et j'avais travaillé dans les petites imprimeries, j'avais des pigments, des choses, des poudres de l'encre d'imprimerie. Toutes ces matières, j'utilisais sur des planches et tout. Mais je me suis mis à faire ça nuit et jour. Et c'était des pulsions de création. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Comment l'expliquer? C'est comme tout ce que je fais, c'est des pulsions. Quand je fais quelque chose, je ne fais jamais peu. Je fais ou énormément ou rien. Pareil, le son, le dessin, l'écriture, quand je rentre dans un cycle, ce cycle a besoin de jours, d'années, énormément de choses pour se développer. Je ne peux pas me consacrer à tout en même temps. Quand je suis dans la création, pour moi c'est de la création, je ne regarde pas ce que c'est. Je pourrais coller, amalgamer des choses, je serais dans une création, je ne ferais pas autre chose pendant que je fais ça. Ça ne me gêne pas, moi. J'ai pas d'engagement intérieur pour me dire il faut que j'écrive tant de trucs, il faut que je décide ça, que je fasse tant de sons. Ce n'est pas mon problème. Je prends la chose comme ma tête, mon corps y suit. Je veux dire, voilà, c'est tout. Le problème, c'est que je suis naturel. Alors donc, je dis des choses. Je cherche pas mes mots ou à dire quelque chose de bien ou de mal, quoi. C'est pas. Bon, bah, j'ai dit un peu n'importe quoi dans le jardin, mais c'était quand même pas mal. Bah, ça dépend ce qu'on met dans le mot machin et dans le mot truc. On met ce qu'on veut. Quand j'achetais des livres qui m'intéressaient, des fois, chez des bouquinistes, des livres anciens, je disais, oh, j'aime beaucoup cette merde. Et cette merde, non, non, mais pour moi, c'est bien. C'est mon langage. Je peux dire, j'ai dit dans des textes, je mets comme une merde, etc. C'est pas péjoratif pour moi. C'est dans l'humain. C'est un truc, je considère ça comme universel. Je le prends pas personnellement. Pour moi, c'est un truc global. Des fois, on ne sait pas si c'est des animaux, des fois, c'est des hommes et des femmes, on ne sait pas, ou des fois, c'est les trois à la fois, mais je ne fais pas exprès, pour moi, c'est comme ça. C'est une façon de discuter avec moi-même, c'est une façon, mon intériorisation que j'extériorise. C'est ma vie intérieure que je sors devant moi. Mais je me mets en scène, alors que j'étais une personne dans mon coin tout le temps, un gamin dans mon coin, qui n'osait pas ouvrir une porte sans rougir, jusqu'à un jeune homme. J'osais, même en famille, rentrer dans une pièce, c'était tout un travail. C'est des formes qui ont une forme d'humanité. On voit des animaux, on voit des choses, des gens qui ont plusieurs têtes, ou alors il y a souvent des têtes à l'intérieur du ventre, au-dessus, ou qui sortent là, etc. Mais c'est pour mon plus grand plaisir. C'est les seuls moments où je peux vraiment être très bien. C'est quand je suis là-dedans, dans les sons, etc. Quand je crée quelque chose, je suis dans mon intimité extrême. Toute représentation que je fais, tout ce que je trace, même si je n'y suis pas, ça fait partie de moi totalement. Qu'est-ce que je jacte alors? Il faudrait me mettre une sorte d'appareil sur moi pour que j'ai un débit plus long. Ça m'évite de dégoiser, j'évite de dégoiser à l'extérieur. J'aime bien les vieilles expressions dégoiser, des choses comme ça. La logorée verbale. C'est la logorée verbale. Tout de suite, j'avais l'idée d'écrire, oui. J'ai essayé, mais bon, j'étais gamin encore, j'avais pas d'expérience de vie assez forte. Mais j'écrivais, je me souviens, ce garçon, qui était le prince de la cour de Salvador Dali à l'hôtel Meurice, il était couché avec son grand corps maquillé, pâle, avec des bijoux anciens. Il était plongé dans les textes, il disait rien, il disait. Puis c'est tout, sans un mot, puis hop, sans un mot, comme ça. Je me souviens de ça, ouais.
Et on ne sait pas ce qui se passait dans la tête des gens quand ils disaient tout ça, ouais. Mais personne sinon lisait mes textes. Et je les lisais à personne. Je me sers de ce que je trouve à portée de main. Et après, je développe par rapport à... Ça me crée une forme de contrainte. J'aime bien me créer des contraintes comme ça, pas par calcul, mais je me trouve devant quelque chose, j'ai presque rien, et ce presque rien, je le développe et je travaille sur le rien, ça m'intéresse de voir le résultat. La matière, des fois, me provoque des réactions, et automatiquement, ça influence ma façon de faire. Selon la matière que j'ai, ou la forme que j'ai devant les yeux, il y a ma façon de faire qui se développe pendant un moment, tant que j'ai cette forme de matière ou de vieux documents. C'est comme ça. J'ai eu une guitare un jour, une marraine, je l'ai ouverte, c'est cassé. J'ai mis un haut-parleur dedans. Alors que tous mes petits cousins étaient là, ouais, cherchaient la guitare. Moi, je m'en fichais royalement. J'écoutais de la musique, c'est tout. J'ai vu tous ces concerts de musique expérimentale, ce qui m'a, en étant un peu avant l'âge à la retraite, en arrêt, donc j'ai découvert tous ces concerts et j'ai vu les gens pratiquer. Ça m'a donné un petit déclic, c'était comme quand j'ai dit des textes en public. Tout ça, ça m'a permis de faire sortir des choses, d'oser faire des choses que j'avais en moi depuis, je dirais pas toujours, mais si loin, beaucoup de choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est venu si tard, parce que là, il y a eu un moment où j'ai eu une tranquillité, un recul, etc., où les choses ont pu s'installer, et j'avais pas de contrariété ni de regard qui me coinçait. Musique contemporaine ou des musiques de noise vraiment extrêmes. Vraiment extrêmes. S'il n'y a pas des personnalités extrêmes, ça peut me plaire, ça me plaît. Mais au bout d'un moment, je m'ennuie. Je trouve que c'est bien, mais ça suffit pas pour que je ressente quelque chose. Bah, c'est-à-dire quelqu'un qui met ses tripes sur la table, même si ça se voit pas. Qui ne la joue pas, mais on sent qu'il y a des tripes derrière. S'il n'y a pas de tripes derrière, ça m'intéresse. Il y a plein de choses qui n'ont pas de tripes qui m'intéressent dans tous les domaines musicaux. Mais ça m'intéresse, ça me plaît comme ça. Mais je veux dire, je ne peux pas en faire un truc où je vais courir et je vais halter. Non, au bout d'un moment, j'ai fait le tour. Je pourrais un peu, j'ai un recul, bon. Mais j'ai besoin de connaître avant, bien, j'assimile, je pénètre à l'intérieur de ça, et après, j'en fais ma cuisine. Ce qui est extrême chez moi, c'est ma personne. C'est pas le son ni rien, c'est comme dans l'écriture, le dessin, le gravé. Ce qui est extrême, c'est que ça vient de mon ventre, c'est profond. C'est profond. S'il n'y a pas ça, moi je peux pas. J'ai pas besoin de ça forcément chez les autres, hein, parce que pour aimer des choses, j'ai pas besoin de forcément de ça. Je m'intéresse, sinon il y aura peu de choses qui m'intéresseraient, parce que le ventre, il n'est pas souvent présent, quoi. Les choses, les tripes sur la table, sans les montrer, hein. Ça, c'est extrêmement rare. Mais moi, j'ai besoin de ça dans mon expression. Dans mon expression. La musicalité m'intéresse. J'aime la noise, j'aime le bruitisme, j'aime beaucoup. Mais la musicalité m'intéresse. Mais pas systématique. Bien sûr, toutes les formes de musique ancienne et tout, il y a plein de choses, j'adore. J'ai besoin de temps en temps de faire des cures de sons autres que des... Je ne suis pas à écouter de la noise sans arrêt. Tout ce que j'écoute, à 98%, c'est jamais de la noise et du bruitisme. Je le fais, mais j'écoute autre chose. J'ai besoin de curiosité, j'ai besoin de toutes les formes de musique existantes. De l'origine de la musique jusqu'au monde les plus lointains, j'ai besoin de pouvoir avoir tout à portée de main, et quand j'ai envie d'aller vers ça, c'est comme une lecture. Je veux pouvoir aller vers un livre de sociologie, un petit roman policier simple, mais quelque chose de puissant ou autre. Je ne m'arrête pas à ça. Mais j'ai besoin qu'il y ait tout un univers, et c'était ma façon d'acheter des livres. Moi, j'avais une façon, on dirait un patchwork, d'acheter. J'allais chez le bouquiniste, des livres anciens, mes romans populaires. Après, j'allais acheter un truc d'Adorno. C'est des besoins que j'ai. Et c'est une recherche intérieure, c'est comme ce que je fais. Il y a une forme, par exemple, dans le titre de mes livres.
l'habitant du château et l'homme de la cave. Bon, il y a un côté roman noir, roman gothique anglais, mais les textes, c'est pas ça. Mais donc il y a des univers mélangés. Mais pour moi, ça revient au même. C'est un monde intérieur, c'est un imaginaire réel. C'est du réalisme dans un imaginaire total. Mais du réalisme, ça va dans les profondeurs de la personne. Disons, dans l'organisme, dans les boyaux, les choses comme ça. Pas dans un pur esprit et tout, je ne suis pas là-dedans. Du tout. Ni la méditation, ni rien. Je ne suis pas là-dedans. La méditation, elle doit se faire toute seule quand je crée des choses. Ça, c'est pas un truc que je dois faire parce qu'un maître m'a dit de le faire. Ça vient comme ça ou pas. Voilà.